merci Philippe qui est derrière la caméra. Bonjour madame, nous avons une chouette, elle n'a pas les yeux, non ça va, c'est parfait. Il y a une chouette parce que on est au café Le Riche à Bergerac, je vais faire un peu de pub quand même. Et Philippe Solal qui est à ma gauche a eu une idée étrange, c'est de faire un café philo à Bergerac. À vrai dire, c'est une idée qui ne date pas d'hier. Voilà, comment ça va Philippe? Tu es content? Très bien, je suis très content d'être parmi vous. Alors, je précise quand même que tu es prof de philo, de philosophie au lycée Manne de Biran à Bergerac, et depuis 2 ans, je crois. Voilà, c'est ma deuxième année. Et j'avais eu l'expérience des cafés philo à Aix-en-Provence. J'en avais animé un pendant près de 2 ans, qui m'avait laissé un très bon souvenir. C'était quand ça? C'était entre 2005 et 2007. Parce que les cafés philo ont une histoire, il faudrait quand même ne pas l'oublier. Alors c'est quoi? C'est 1980, 90? Fin des années 90, moi j'avais eu la chance de rencontrer celui qui avait été son initiateur, Marc Sauté, que j'avais rencontré moi à Marseille parce qu'ils avaient organisé un rassemblement des animateurs de café philo. Et Marc Sauté avait publié dans le prolongement un ouvrage qui s'appelait Un café pour Socrate, où il mettait en avant la dimension maïotique de ces cafés philo, c'est-à-dire... Maïotique, on expliquera tout à l'heure. Enfin, non, on va expliquer tout de suite. Un maïotique, c'est quoi? C'est le fait d'aider les personnes à faire sortir des vérités qu'ils portent en eux par la création d'un espace de dialogue, d'échange. C'est l'accouchement, quoi. Oui, c'est l'accouchement. Maïotiquer accouchement, c'est ça. Et donc, tu as un très bon souvenir de ce que tu as fait à Aix. Et pourquoi? Qu'est-ce qui tu as retenu de cette expérience? D'abord, j'ai retenu un besoin, un désir, un vrai plaisir aussi de personnes qui ont arrêté de philosopher depuis la terminale ou même qui n'ont jamais pratiqué la philosophie, d'échanger, de respecter les exigences de ces cafés philosophiques, c'est-à-dire d'essayer d'articuler leur prise de parole, de ne pas se contenter de donner une opinion, d'être capable de réfléchir ensemble. Et j'ai trouvé cette volonté. Moi, je me souviens de soirées mémorables autour de thèmes parfois très graves, ou en tout cas très importants, et des soirées vraiment qui m'ont marqué. Oui, ça doit correspondre à un besoin sans doute. Tu as parlé de Marc Sauté, effectivement. On n'entend plus parler de ce monsieur, je crois qu'il est mort, non? Il est décédé, moi j'ai appris 6 mois après l'avoir vu, avoir discuté avec lui à Marseille, il a été emporté par une maladie foudroyante. Oui, il est décédé fin des années 90. D'accord. Alors, autre chose par rapport à ton expérience de prof, philosophie scolaire, disons, qu'est-ce qui change? Parce que tu as justement remarqué que Café Philo, c'est pas seulement pour juxtaposer des opinions, mais c'est pour dialoguer, comme tu dis. Mais quelle différence avec la philo scolaire, donc? Les différences sont importantes. D'abord, le public est très hétérogène, puisqu'on va avoir ce soir, comme j'ai pu l'avoir. À l'école aussi, excuse-moi, mais à l'école aussi souvent, non? Oui, c'est vrai. Mais là, avec des personnes, bon, je sais que des élèves de ma classe vont venir, puisqu'ils me l'ont annoncé, des personnes avec des parcours, avec des âges différents. C'est vrai que dans une classe, le public est très hétérogène, mais là, chacun va parler avec une expérience et une très différente parfois, en tout cas suffisamment différente pour, je dirais, amener un auditoire plus large aussi. Et puis, la philosophie telle que l'avait pensée Marc Sauté, justement, c'est une philosophie qui fait le pari d'une expression philosophique, même si on n'a pas ou on ne connaît pas les grandes références à la philosophie. C'est-à-dire pouvoir penser sans se référer ou sans se mettre dans les pas de tel ou tel auteur. Donc, D'accord, ça c'est une différence avec l'école, effectivement. absolument. Donc il n'est pas obligatoire et même il n'est pas du tout requis de citer Platon, de citer... voilà. Essayer de penser par soi-même. Donc c'est quand même très... C'est à la fois la maïotique et c'est l'idéal du siècle des Lumières. Penser autonome, quoi. Alors, on est à Bergerac, et figure-toi que moi j'ai été prof de philo aussi, à ta place, si j'ose dire, aussi à Manne de Biran. Et effectivement, la mode des cafés philo a traversé Bergerac. Et donc j'ai aussi participé à un truc comme ça, pas très longtemps, mais voilà. Quant à moi, je ne peux pas dire que j'en ai un souvenir mémorable comme le tien, bien que je trouve ça toujours intéressant, mais j'étais un petit peu perplexe, disons.
sceptique au bon sens du terme. C'est-à-dire, je me demandais bien ce que ça pouvait donner. Et je crois que je suis toujours, je veux dire, je ne suis pas sorti de cette perplexité. Non, ni pour ni contre, enfin, tu vois, j'examinerai avec intérêt ton expérience à cause de ça. Oui, la difficulté, c'est d'arriver à, encore une fois, hein, ce que je disais, à sortir de l'expression d'une simple opinion, qui est respectable. Hein. Moi, j'aime bien les opinions pourtant, mais quand tu dis simple opinion, tu as l'air un petit peu condescendant. Moi, j'adore les opinions, mais à condition qu'on les comprenne bien, c'est-à-dire qu'on ne les considère pas comme existant d'avance, mais comme se faisant en parlant, enfin, se faisant en s'exprimant, si je peux m'exprimer comme ça. Alors non, je pense pas être condescendant. Hein. Alors, si j'ai donné cette impression-là, je veux rectifier, bien sûr. Hein. C'est vrai que je prends l'opinion au sens de la doxa, c'est-à-dire de cette analyse qui était faite déjà à l'époque de Socrate et de Platon, selon laquelle souvent on véhicule, parfois sans le savoir, hein, ce qu'on appelle des préjugés, des idées déjà. Il ne faut peut-être pas confondre l'opinion et le préjugé, mais bon. Il peut y avoir des opinions droites, c'est-à-dire qui sont capables de sortir du préjugé. Oui, absolument. Maintenant, bon, le pari, c'est d'arriver à donner envie aux personnes qui vont s'interroger de continuer leur réflexion après le café philo, hein, puisque le café philo n'est pas une fin en soi, c'est un début en fait. Hein. D'accord. C'est la durée dira comment ça marche. Et pour ce soir, donc, tu as prévu un sujet, je crois. Voilà, au début, je voulais parler du bonheur. Alors pourquoi ? Parce que c'est un fait qui a été souvent remarqué et que je crois juste. Hein. L'intérêt pour la philosophie est souvent lié. Ça a été dit par plusieurs grands noms de la philosophie. Et l'intérêt de la philosophie est souvent lié à des périodes de crise, de doute, de remise en question, de recherche de repères. Et je crois qu'on est dans une période comme celle-là. Et en ligne de mire de ces doutes, il y a l'aspiration au bonheur, ou en tout cas à une nouvelle conception du bonheur qui nous fasse dépasser ces doutes ou ces souffrances aussi. Hein. Et pourtant, tu n'as pas pris le bonheur comme titre. Non, parce que j'ai pensé que c'était un sujet qui était trop général, qui risquait de nous enfermer dans une collection de définitions, encore une fois, toutes respectables, hein, mais je voulais pointer sur un problème plus précis. Alors moi, j'avais travaillé sur un sujet de dissertation, j'avais fait une correction dans un ouvrage, c'est un très beau sujet qui était sorti à HEC, mais en culture générale. Mais c'est un sujet de philosophie qui était intitulé La lucidité conduit-elle au pessimisme ? J'ai légèrement transformé la question. La lucidité nous empêche-t-elle d'être heureux ? On va voir que c'est très proche en fait. Hein. Très bien. On va te laisser parce que je crois que le monde commence à arriver. Dis-moi, la lucidité, tu as une définition. Enfin, qu'est-ce que c'est être lucide ? A priori, mais on va voir ce qu'en pensent nos amis qui vont intervenir. Hein. C'est la capacité à se déprendre des illusions qui accompagnent en particulier nos premières années d'existence. C'est une définition possible. En lucidité, il y a les lumières dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Merci Philippe et bon courage pour tout à l'heure. Ah non. Je sais pas. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous. Et la première chose que j'ai à dire, c'est que je voulais vous remercier de votre présence. Voilà. Donc il y a dans cette salle des personnes que je connais, d'autres que je ne connais pas. Il y a quelques élèves à moi et je suis très content qu'ils soient venus parce qu'ils ont eu une journée chargée aujourd'hui à Bordeaux. C'est bien. Voilà, moi je me présente brièvement. Donc j'enseigne la philosophie depuis 2 ans maintenant au lycée Mène de Biran. Je suis agrégé de philosophie. J'ai déjà eu une expérience des cafés philosophiques entre 2005 et 2007. Où j'avais animé un café philosophique dans la ville d'Aix-en-Provence, où j'enseignais à l'époque. Et j'ai un souvenir très positif, hein, même mémorable, de soirées, elles étaient mensuelles à l'époque, où j'animais un café philosophique sur des thèmes qui ont donné lieu à des échanges très, très intéressants. Quoi. Alors moi, je voudrais vous expliquer en quelques mots, pour vous situer un petit peu ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, hein, ce qu'on appelle exactement un café philosophique. Hein. C'est une initiative qui a été créée à la fin des années 90 par un monsieur que j'ai connu qui s'appelait Marc Sauté, qui était un philosophe qui avait voulu relancer l'idée de débat philosophique dans des lieux publics comme les cafés. À une époque où déjà
il sentait, lui et d'autres philosophes, un besoin d'expression dans un contexte de crise morale et économique aussi. Besoin de parler, besoin de repères aussi, besoin de trouver des lieux d'expression. Et souvent, c'est ce qui a été souvent souligné par les philosophes, lorsqu'une société se pose des questions, lorsqu'elle s'interroge sur le sens de sa pratique, de sa vie, lorsqu'il y a des périodes de grande crise morale, la philosophie revient en force comme un moyen d'exprimer et de chercher, sinon des solutions, en tout cas des nouvelles manières de s'interroger sur le sens qu'on donne à son existence. Donc les cafés philosophiques ont une dimension que je pourrais appeler socratique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pratique du café philosophique, elle reprend une pratique de la philosophie qui est celle de l'Antiquité et dont on peut attribuer la paternité à Socrate. D'ailleurs, Marc Sauté, le fondateur, avait écrit peu après le lancement des cafés philo un ouvrage qui s'appelait « Un café pour Socrate ». Et la pratique socratique consiste à dire qu'on peut philosopher, on peut réfléchir philosophiquement, même si on n'a pas lu les auteurs, même si on n'est pas capable de citer une citation de toutes les phrases. C'est l'idée qu'on peut avoir une pensée autonome parce que nous avons tous une raison. La raison est la chose du monde la mieux partagée, et nous sommes capables de faire fonctionner cette raison pour pouvoir développer une réflexion qui soit de nature philosophique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réflexion de nature philosophique? Je vais vous le dire très franchement. On peut très bien demander à des personnes de s'exprimer sur un sujet sans qu'à aucun moment une dimension vraiment philosophique n'apparaisse. Parce qu'une opinion, aussi respectable qu'elle soit, si elle n'est pas travaillée, si on n'arrive pas à lui faire atteindre un certain niveau d'abstraction et d'argumentation, reste une opinion. Et parfois, vous avez des opinions qui ne sont que l'expression des préjugés de son temps. Le véhicule d'idées déjà toutes faites, parfois qu'on croit sortir de notre propre raison, mais qui ne sont faites que le véhicule de l'ère du temps, en fait. Par conséquent, philosopher, c'est aussi la capacité à développer une pensée qui se libère des préjugés, quitte ensuite à retrouver ce que dit le préjugé, mais à travers un travail autonome. Voilà, tout ça pour vous dire que la réflexion philosophique, elle a des exigences, et que ce n'est pas simplement parce qu'on émet une opinion qu'on a une réflexion philosophique. Alors c'est justement le rôle d'un animateur d'essayer de faire en sorte de donner cohérence à ce qui va être dit, de recadrer éventuellement le débat s'il se détourne du sujet qui est proposé, de manière à ce que les interventions des uns et des autres ne soient pas qu'une collection d'avis ou d'opinions, si respectables soient-elles, mais qui ne forment pas une pensée en mouvement qui est en train de se construire. Alors ça ne doit pas vous effrayer. Un café philo ne demande aucun prérequis. Encore une fois, si vous n'avez pas fait de philosophie au lycée, ou si vous ne vous en souvenez plus, ou si vous n'avez jamais lu un auteur de philosophie, c'est pas grave. Je dirais même, pour les fondateurs des cafés philo, c'est même mieux. Parce que on aura moins tendance à se cacher ou à emprunter des pensées qui ont déjà été formulées. Et parfois, la pensée d'un grand auteur, aussi élégante ou aussi profonde soit-elle, peut empêcher de penser par soi-même. Donc le maître mot, c'est de ne pas hésiter à prendre la parole, et c'est moi qui vais la distribuer, de manière à ce qu'on puisse déjà s'écouter les uns les autres, et aussi rebondir sur ce qui va être dit. Voilà, c'est une entrée en matière un peu longue, je m'en excuse, mais comme c'est une reprise, et pour vous c'est peut-être une découverte, il fallait que je précise ces points. Et ça ne doit pas vous inhiber, bien au contraire. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai la prétention de faire de la philosophie et pas de l'exercice illégal de la philosophie. Vous savez comment on dit exercice illégal de la médecine. Voilà, on va voir après, mais en tous les cas, c'est mon objectif. Le thème que je voulais programmer pour ce café philosophie, c'était le bonheur. Pour une raison que je vous ai indiquée, c'est que les cafés philosophie, souvent, naissent d'un besoin qui est souvent lié à une situation de manque de repères, de besoin d'expression. Et derrière ce manque de repères, ou ces situations de crise morale, dont on dit qu'elles accompagnent la modernité ou la postmodernité, il y a toujours la question du bonheur qui est en arrière-fond.
Alors, j'ai refusé, enfin, j'ai abandonné l'idée de proposer une question trop générale du type « qu'est-ce que le bonheur ?» Parce que cette question-là, elle ne permet pas de s'articuler autour d'un problème précis. Et je vais vous dire très exactement comment j'ai choisi le sujet. J'avais réfléchi, j'avais traité un sujet qui était tombé dans une épreuve de culture générale, mais culture philo, au concours d'entrée pour HEC. Et le sujet, c'était la lucidité conduit-elle au pessimisme. J'ai simplement légèrement modifié cette question, mais qui est très proche de celle que je propose. Et j'ai proposé comme sujet, la lucidité nous empêche-t-elle d'être heureux? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai proposé cette question? Parce qu'elle met en jeu la question du bonheur, mais à travers un thème plus particulier, qui est notre propre rapport à la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'être lucide? Alors, vous allez voir que je vais bientôt m'arrêter de parler, puisque ma fonction n'est pas de faire un cours, c'est de vous inviter, vous, à vous exprimer, et à faire, j'allais presque dire, fonctionner votre raison. Mais il faut quand même que je vous donne la définition de la lucidité, parce que on va partir de là. Le mot lucidité, il est construit sur un suffixe latin, c'est lux, la lumière. Être lucide, c'est posséder la lumière de la connaissance. Mais il y a dans ce mot lucidité un sens qui est sous-jacent, enfin, qui affleure. Quelqu'un de lucide, c'est dans tous les cas quelqu'un qui a abandonné ses illusions, ou des illusions. Alors vous allez me dire, mais quelles illusions? Est-ce qu'au départ, nous sommes accompagnés d'illusions? Et quelles sont ces illusions qu'on pourrait avoir abandonnées et qui, alors seconde partie, pourraient nous empêcher d'être heureux? Donc moi, voilà, je voudrais qu'on parte de là. Est-ce que cette idée selon laquelle être lucide, c'est être capable de se déprendre de certaines illusions liées à l'existence, dans tous les domaines qu'on peut imaginer ou qu'on peut convoquer, est-ce que cette idée de la lucidité comme perte de ces illusions fait sens pour vous? Est-ce qu'elle vous inspire des idées? Et donc je vous invite à demander la parole et je la distribue. Alors moi je suis très content des différentes interventions là, parce que je constate qu'il y a une grande cohérence déjà. Mais moi je ne vais pas lâcher le morceau si facilement, je vais revenir malgré tout à la définition péjorative du mot lucidité, parce qu'il y a quand même une raison pour laquelle ce mot a cette connotation péjorative. Sans me réfugier derrière des auteurs, mais en essayant de très brièvement, vous dire quel est souvent le message de la philosophie par rapport à cette notion de lucidité, et l'idée selon laquelle, dans l'enfance, l'enfant est placé devant une illusion fondamentale, mais qui est nécessaire. C'est l'illusion de la gratuité du monde. Je m'explique. L'enfant n'a pas à gagner sa vie. La nourriture qu'on lui a, les vêtements dont on l'habille, le gîte, celle lui est donnée. Et cette illusion de la gratuité, c'est l'illusion fondamentale selon laquelle il suffit d'être un enfant pour avoir. Est-ce qu'on ne confond pas depuis le début la lucidité et le processus de socialisation? Tu as parlé du passage de la gratuité à la non-gratuité, l'âge de raison,
les valeurs communes. Pour moi, la lucidité, c'est pas le processus de socialisation qui est quelque chose... La conception selon laquelle c'est la connaissance qui donne le bonheur. Et à l'opposé de cette conception-là, qui est la négative, hein, vous avez l'idée selon laquelle heureux les simples d'esprit. C'est-à-dire heureux ceux qui sont dans l'innocence du non-savoir. Voilà. On s'en inquiéter, mais on parle de connaissance. Ça peut être intellectuel, je comprends, mais il y a aussi la joie de vivre. Pour moi, la plus grande... la fin de l'illusion, c'est quand on prend conscience de la finitude de la vie, quand on sait qu'on va mourir. Et à ce moment-là, c'est très difficile de trouver le bonheur ou être heureux. Quand on est gamin, on s'aperçoit qu'en fait, la mort est au bout du chemin, pour le dire vite. Donc, oui. On est bien dans le fait de savoir si c'est la connaissance, si c'est l'ignorance qui peut nous amener au bonheur. Est-ce qu'on peut dépasser cette opposition ? Est-ce que c'est pas finalement vers les choses célestes, les belles choses, les beaux idéaux, les belles idées, que la connaissance nous élève, nous place dans un bonheur éternel, quelles que soient les contingences de la vie, c'est crasse, c'est... Oui. J'espère que vous avez raison ou pas. C'est cet affrontement, la grande lucidité, c'est cet affrontement à le savoir qu'on est mortel, qu'on va mourir, et toute la question. Alors moi, je vous remercie, je suis très content, je vous le dis franchement. Le premier café philo, je pense que c'est bien d'arrêter là. Moi, je voulais vous remercier. Hein. Merci.